Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à trois valeurs éligibles au PEA, une valeur française, Sodexo, une valeur belge, Kinepolis, et une valeur allemande, Wirecard, qui a défrayé la chronique récemment puisque la fintech allemande est au cœur d'un scandale et à proprement parler d'une potentielle fraude financière. Donc je vais faire l'analyse technique de ces trois actions en m'arrêtant en particulier sur l'action Wirecard qui présente des éléments intéressants non seulement au niveau technique mais également au niveau de ce qu'il est en train de se passer sur le titre au niveau comptable. Alors, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, je vais commencer avec le groupe Sodexo. Donc Sodexo, entreprise spécialisée dans la restauration et qui subit les contre-coups de la crise sanitaire actuelle. Alors, on va s'intéresser au titre et ce qu'on constate tout d'abord, c'est qu'en fait le titre évolue. Donc quand on regarde le graphique en vue logarithmique, on voit que le titre évolue donc dans une tendance assez régulière. Alors, on peut donc penser que le titre en fait est une valeur stalwart, donc ça m'a été fait remarquer par plusieurs abonnés. Et donc c'est potentiellement une valeur stalwart, une valeur pilier qu'il peut être bon d'avoir en portefeuille à très long terme, à condition bien entendu de rentrer sur des cours potentiellement décotés. Et je vous rappelle que ce genre de titre se repère d'un point de vue technique en vue logarithmique lorsque le cours du titre suit une tendance haussière assez régulière au cours des décennies. Ce qui est le cas ici puisqu'on a une ascension extrêmement régulière avec une zone de support en fait qui est matérialisée par la droite qui est ici en bleu. Alors comme d'habitude, je procède à l'analyse technique et graphique de ce titre en unité de temps mensuelle. Alors on va zoomer un peu sur le titre. Ce qu'on voit donc, c'est qu'on a une évolution du cours assez régulière au cours du temps, avec une hausse assez rapide entre 1995 et 2001, et puis une phase de consolidation ici, avec une chute du cours. On va regarder une chute du cours d'environ 67%, donc entre 2001 et 2000, si je prends le point bas ici, et 2003. Donc c'est-à-dire 2001-2003, c'était la récession qui a suivi la bulle Internet des années 2000. Donc on a la bulle Internet des années 2000 et puis on a un crack boursier et puis une récession économique. Et donc on voit que Sodexo à l'époque avait perdu 67% de sa valeur avant de retrouver sa tendance initiale matérialisée par la zone de support en bleu ici. Alors on observe également qu'à l'époque le titre est venu faire un plus bas donc entre 2002 et 2004, c'est-à-dire qu'en fait il a fallu 2 ans pour que le titre se reprenne et reparte en tendance haussière. D'accord, donc on observe en fait ici un triangle descendant. Et je vous rappelle qu'en chartisme, les triangles sont soit des figures de continuation, donc ici continuation baissière, soit des figures de retournement, ce qui est le cas ici, puisqu'on a une chute du cours de Sodexo, et puis on vient former des plus bas ici, avec une sorte de double bottom à l'intérieur du triangle qui est ici, et une reprise haussière, une sortie par le haut du triangle, qui marque un retournement à la hausse. Alors on voit qu'à partir de 2012, le titre est venu faire de nouveaux plus hauts, et puis depuis, le titre est venu faire un plus haut historique en 2017 dans la zone des 120 €. Alors je vais zoomer un peu sur le titre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la vue logarithmique en mettant une vue normale à la place pour voir un peu ce que ça donne. Alors, on voit bien ici cette chute de 67% entre 2001 et 2004. Alors ici, il faut occulter les droites qui sont en bleu ici. Elles servent uniquement pour la vue logarithmique. Donc ici, on a bien une chute de 67%. Un triangle de retournement, une reprise haussière, et puis en fait on voit que les cours sont venus refaire de nouveaux plus hauts à partir de 2012 avec une très belle ascension du titre jusqu'en 2017. Alors ce qu'on observe ici, c'est une formation en triple sommet, en triple top, avec une formation typique d'épaule, tête et épaule, avec une ligne de coup située dans la zone des 73 € environ. Alors comme d'habitude pour une figure de retournement à la baisse en épaule, tête, épaule, on reporte les trois sommets
les trois oscillations. Donc on a une petite oscillation ici, une deuxième oscillation ici et une troisième oscillation ici. Alors je vous rappelle que pour reporter une oscillation, ce que je fais, c'est que je prends le sommet de la figure ici en me basant uniquement sur le corps des chandeliers japonais, donc le point haut du corps du chandelier japonais qui est ici, et je reporte ceci sur la ligne de coup, et je reporte la hauteur ensuite en dessous de ma ligne de coup, ce qui me donne mon objectif. Donc ici on a une formation en épaule tête-épaule, donc deux hauteurs d'épaule différentes et une hauteur de tête, et donc on reporte les trois hauteurs, ce qui nous donne trois objectifs. Alors, bien entendu, ça c'est en vue normale. Maintenant, quand on regarde en vue logarithmique, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une belle tendance haussière, puisqu'on l'a dit, c'est un titre qui s'apparente à un titre stalwart, donc un titre pilier. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir ici une reprise à plus long terme pour revenir chercher de nouveau plus haut ultérieurement. Alors ce qu'il va falloir voir ici, c'est si le cours de Sodexo est capable de se reprendre pour réintégrer sa zone de support ici, ou si en fait le titre est tellement impacté par la crise actuelle que le business model de l'entreprise est impacté au point que les fondamentaux à long terme sont en train de changer. Auquel cas on pourrait avoir une baisse du titre beaucoup plus importante. Alors, si on se base sur la vue normale, on a trois objectifs. On a un premier objectif à 53 € qui a été atteint ici, donc c'est le report ici de la petite épaule. On a un deuxième objectif situé potentiellement à 40 €, alors qui ne concorde pas forcément avec cette vue à long terme en vue logarithmique, puisqu'on a une zone de support en bleu ici en gras, situé dans la zone, donc si je prends le cours d'aujourd'hui, est situé dans la zone de 105 € environ, et puis on voit qu'on a une deuxième zone de support en dessous, on a eu un rebond ici, un deuxième rebond ici, et on est en train de marquer un rebond ici, donc potentiellement troisième zone de support ici. Auquel cas le titre pourrait en fait stagner dans cette zone, peut-être latéraliser avant de repartir de plus belle. Voilà, donc la vraie question c'est de savoir si les fondamentaux à long terme de Sodexo sont impactés. Et donc si parmi vous, il y en a qui ont une idée sur le titre, qui connaissent bien la valeur, je vous invite à mettre en commentaire quels sont les fondamentaux et comment vous pensez que Sodexo va pouvoir faire face à la crise actuelle. Et si jamais vous pensez que les fondamentaux à long terme peuvent être impactés, essayez d'expliquer pourquoi, ce qui pourrait bien entendu valider un scénario de baisse beaucoup plus important sur le titre. Alors d'un point de vue technique, on a deux objectifs qui paraissent plus réalistes, c'est 53 et 40 €, et on pourrait bien entendu imaginer une rechute ici dans la zone des 40 € avant une reprise haussière beaucoup plus importante. Alors maintenant, si on mesure tout ça en pourcentage pour voir un peu quel est le potentiel de baisse, on se rappelle que sur la période 2001-2003, donc pendant la récession de 2001-2003, le titre avait perdu 67%. Si on reporte un peu, on se projette un peu sur la même baisse, si je fais 67%, j'arrive à 40 €. Ce qui, à mon avis, rend le scénario des 40 € crédible au niveau de l'analyse présente du titre Sodexo. Donc, pour moi, deux objectifs crédibles, 53 € qu'on a déjà atteint et potentiellement 40 € en extension. Et ce qui ne remettrait pas forcément en question la tendance long terme, puisqu'on pourrait avoir ensuite un rattrapage très important dans les années qui viennent. Bien entendu, à condition que le titre Sodexo ne soit pas trop impacté au niveau des fondamentaux. Voilà, donc c'est tout pour le titre Sodexo. Juste un dernier point au niveau du RSI, c'est qu'on avait observé ici au niveau du RSI une remontée du RSI, donc une divergence haussière, c'est-à-dire que les cours venaient faire de nouveaux plus bas ici, alors que le RSI, lui, était en train de remonter en unité de temps mensuelle. Donc on pourra observer ici le RSI pour voir si on a un peu le même schéma, à savoir que le RSI pourrait remonter, donc faire des petits rebonds comme ça, commencer à remonter, alors que les cours viennent chercher la zone des 40 €, ce qui pourrait indiquer ici une divergence haussière et donc une potentielle reprise haussière ultérieure du titre. Voilà, c'est tout pour Sodexo. On va passer au deuxième titre de l'analyse technique du jour, à savoir le titre belge Kinepolis. Donc Kinepolis, qui est propriétaire de nombreuses salles de cinéma, notamment en Belgique et en France, mais également dans toute l'Europe. Alors bien entendu, le titre a été fortement impacté par la crise sanitaire avec la fermeture des cinémas. Ceux-ci viennent de rouvrir, donc on a une reprise haussière du titre. Maintenant, à savoir, on va se poser la question de savoir si le titre est capable de remonter plus haut à très court terme, ou bien si le titre peut continuer sa baisse dans les mois qui viennent.
Alors ce qu'on voit déjà à très long terme, je vais zoomer un peu sur le titre qui est ici, c'est qu'en fait on avait ce qu'on appelle en chartisme une figure en rounding bottom, c'est-à-dire une figure en creux arrondi, c'est-à-dire une figure qui se forme au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'on a une baisse ici, un creux, et puis on se reprend ici, c'est une sorte de double bottom en fait, hein, mais de manière arrondie, c'est-à-dire de manière très régulière. Alors ce genre de figure en fait nous permet de calculer un objectif à la hausse. L'objectif c'est le report du point bas qui est ici, d'accord, donc de la hauteur de la ligne de coup qui est ici et du point bas qui est ici. Donc je fais le report et ça me donne un objectif. C'est-à-dire qu'au moment où on avait la cassure ici, qui avait validé, donc on avait une validation ici d'un nouveau sommet, avec cassure de la zone de résistance, et puis un throwback sur la zone de résistance précédente, qui devient une zone de support, et reprise haussière ici. Dans ce cas-là, l'objectif était fixé ici sur ce niveau, aux environs des 50 euros. Alors on voit que le titre a poursuivi sa hausse, et donc je vais vous montrer ça. Le titre en fait entre 2009 et si je prends le plus haut qui est ici, c'est-à-dire 2017, le titre a gagné 2377%. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait investi dans cette zone ici aurait fait 23 fois sa mise. C'est-à-dire que Kinepolis entre 2009 et 2017 est un 23 bagger. Alors vous savez que sur cette chaîne j'aime beaucoup parler des baggers, des multi-baggers. Kinepolis a été un très beau multi-bagger par le passé. Alors depuis le titre est impacté, bien entendu, pourquoi? Parce que les cinémas ont été fermés dans toute l'Europe et donc l'entreprise n'a pas pu faire de recettes, ça paraît évident. Maintenant, quand on regarde les fondamentaux, l'entreprise est historiquement extrêmement rentable, a de très belles marges nettes, et donc c'est un titre qui potentiellement peut être intéressant, y compris pour un investisseur français et y compris dans un PEA, même s'il faut prendre en compte la taxation à la source en Belgique, qui de mémoire est d'environ 30%. Donc taxation de 30% sur les dividendes, bien entendu. Alors je vais zoomer un peu sur le titre. Donc on voit que le titre en fait a formé une figure en double sommet ici, donc entre 2016 et 2020. Donc on a une figure chartiste en double sommet, figure de retournement, avec la ligne de coup située ici dans la zone des 47 euros. On voit que le titre en fait évoluait au-dessus de ses moyennes mobiles 5-8 périodes, en gris, donc un momentum très important sur le titre. Et puis le titre est redescendu d'abord sur les moyennes mobiles 18-21 périodes, puis sur les moyennes mobiles 34-37 périodes, avant de se reprendre et de venir chercher les moyennes mobiles 52-55 périodes. Donc je vous rappelle qu'à très long terme, lorsqu'un titre clôture en dessous des moyennes mobiles 52-55 périodes, à très long terme, c'est pas forcément très bon signe. Alors, on avait une ligne de coup ici située dans la zone des 47 euros. On avait un objectif situé ici dans la zone des 33 euros et les cours sont venus chercher très rapidement cet objectif. Puisqu'on est venu chercher cet objectif, et on le voit ici, on a une mèche. Alors je vais zoomer un petit peu. On a une mèche en bas qui indique qu'en fait on avait un courant acheteur ici, juste en dessous de cette zone. D'accord? C'est-à-dire que d'un point de vue chartiste, c'est extrêmement propre. Alors depuis, le titre s'est repris, puisque quand je mesure ici le point bas, donc ici, et le point haut qui est ici, le titre a repris 64% de sa valeur. Alors vous voyez que depuis, le titre est redescendu, puisqu'on ne prend plus que 40% de la valeur sur Kinepolis. Alors, est-ce que le titre peut se reprendre à court terme? La réponse est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir un croisement ici. On a un début de croisement au niveau des moyennes mobiles qui sont ici. Et par ailleurs, on a une figure, donc il va falloir attendre la clôture mensuelle, puisque lorsque je tourne cette vidéo, on est le 21 juin. Mais on a ici une figure en chandelier japonais qui est une étoile filante. Donc, à voir où clôture le titre, à savoir est-ce que le titre clôture dans cette zone, auquel cas on a bien une étoile filante, ou bien est-ce que d'ici la fin du mois de juin, le titre est capable de remonter. Alors on gardera à l'esprit ici qu'on a un Marubozu, et donc sur les Marubozu, la moitié du corps du Marubozu devient une zone de résistance, au moins à court terme. Et vous voyez, c'est ce qui se passe au niveau des chandeliers. Donc les cours remontent au-dessus ici. Alors déjà, on a des moyennes mobiles 5-8 périodes qui font office de zone de résistance. Et puis on a cette zone au milieu du Marubozu qui fait office de zone de résistance. Donc forcément, on a des vendeurs dans cette zone, et c'est ce qu'on voit ici sur le titre. Donc de nombreux investisseurs, notamment des particuliers, achètent dans la hausse, et on a des vendeurs à découvert qui sont situés dans cette zone.
Alors au niveau du RSI 14 périodes, on observe une divergence baissière ici, c'est-à-dire que les cours de Kinépolis faisaient des points hauts de plus en plus hauts, et le RSI, lui, faisait des points hauts de plus en plus bas. Alors comme d'habitude, j'insiste sur le fait que lorsqu'on a des divergences, elles ne sont pas forcément corrigées tout de suite, elles peuvent durer 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais qu'à un moment ou à un autre, ce genre de divergence est corrigé. Et donc lorsqu'elle est corrigée, bien entendu, le mouvement peut être extrêmement violent, extrêmement brutal. Alors la question que je me pose sur Kinépolis, dont les fondamentaux ne sont vraiment pas mauvais, c'est vrai que c'est plutôt une entreprise très bien gérée, très rentable, comme je l'ai dit. Et donc la vraie question, c'est de savoir si le titre va pouvoir se reprendre ou non à court terme. Alors mon avis, c'est qu'en fait, on a fait une tentative de pullback ici pour venir tester cette zone de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on a une ligne de coup ici. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une tentative de pullback pour revenir retester cette zone. Mon avis, c'est que potentiellement, on pourrait revenir ici d'abord tester cette zone à 33 euros. Donc je vais le mettre ici. Retest de la zone des 33 euros. 33 euros. Et puis potentiellement un retest, et je vais dézoomer un petit peu, et potentiellement un retest de cette ancienne zone de résistance devenue support ici, et qui pourrait être également retesté ici en tant que zone de support, c'est-à-dire dans la zone des 25-26 euros. Donc je vais mettre ici, un prix, on va mettre 26 euros. Voilà, 26 euros, zone de support potentiel sur le titre Kinépolis. Et donc quelque chose me dit qu'on devrait retrouver des acheteurs, si jamais bien entendu le titre venait à redescendre plus bas, des acheteurs dans cette zone. Alors quand on regarde le RSI 14 périodes, on voit également que le RSI a rebondi légèrement au-dessus de cette zone. On voit qu'historiquement, en fait, le RSI sur le titre Kinépolis a tendance à rentrer dans la zone de survente, ce qui n'a pas été le cas ici. Donc on pourrait tout à fait avoir un retour dans la zone de survente ici, qui pourrait coïncider avec une descente au niveau des 26 euros sur le titre. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que le titre aille retester la zone des 33 euros avant potentiellement d'aller chercher la zone des 26 euros, auquel cas on aurait un retest de la zone de support qui est ici avant une reprise potentiellement plus importante par la suite. Donc méfiance sur le titre, on est dans une tendance extrêmement baissière et bien entendu la reprise ne se fera pas en ligne droite. D'accord? Donc on va avoir des oscillations et puis à un moment on va former soit un double bottom, soit on peut former également un biseau ou éventuellement un triangle avant une reprise plus importante à plus long terme. Voilà, ça c'était pour Kinépolis. On va maintenant terminer avec le dernier titre, c'est-à-dire le titre Wirecard qui a défrayé la chronique et qui est au cœur d'une fraude potentielle, je dis bien potentielle puisqu'on n'a pas encore toutes les preuves, une fraude potentielle qui s'élèverait pour le moment à 1,9 milliard d'euros. Alors, je vais mettre le titre ici et puis je vais vous montrer deux articles de presse. Donc je vous ai mis ici un article d'octobre 2019 dans lequel des journalistes du Financial Times mettent en avant une potentielle fraude au sein de la société Wirecard. Donc société Wirecard qui est l'une des sociétés leaders dans la fintech allemande. Alors je vous ai mis ici un deuxième article, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article. En fait on a des journalistes qui pointent des incohérences dans la façon dont les résultats sont présentés par l'entreprise. Alors bien entendu, Wirecard a réagi à l'époque en disant que ce n'était pas vrai et les autorités allemandes ont également réagi et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc article dans lequel les Échos se posent la question suivante: comment l'Allemagne a tiré sur le Financial Times, porteur de mauvaises nouvelles? Alors là on peut lire: les journalistes du Financial Times qui ont révélé le scandale comptable ont été soupçonnés par la BaFin d'avoir manipulé avec des vendeurs à découvert le cours de l'action Wirecard. Le quatrième report de la publication des comptes et le départ de son PDG donnent raison au quotidien. D'accord, donc affaire qui devient politique sur le titre. Donc c'est un article de Laurence Boisseau dans lequel elle nous dit: Wirecard était la coqueluche du DAX, le poids lourd des systèmes de paiement en Europe, le symbole de la tech allemande. Voilà pourquoi sans doute ni les analystes financiers, ni les actionnaires du groupe, ni le gendarme des marchés allemands, donc c'est-à-dire la BaFin, n'ont voulu croire que le gourou des fintech était au cœur d'un scandale comptable inédit. D'accord? Donc on va s'occuper de l'analyse technique ici.
Donc ce genre de scandale est récurrent en bourse. On a eu par exemple Enron et WorldCom dans les années 2000, donc Enron en 2001 et WorldCom en 2002. On a eu d'autres titres, notamment je crois IGOWEX en Espagne. Et on a maintenant potentiellement le titre Wirecard, donc en Allemagne, l'un des leaders de la FinTech en Europe. Alors si j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour dire qu'il est important d'avoir un portefeuille diversifié et qu'il est important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, à savoir ne pas être investi sur un seul titre uniquement, ou ne pas être trop investi sur un seul titre uniquement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir affaire à un scandale de temps en temps. Et vous voyez que les investisseurs qui étaient investis sur Wirecard ont vu le titre passer de 200 euros, donc c'était en 2018. On voit que le titre en début d'année était toujours valorisé aux alentours de 145 euros et on voit que le titre cote désormais 25 euros et qu'il s'est effondré en quelques séances seulement. D'accord? Alors, on va regarder un peu l'analyse technique du titre pour voir si on pouvait voir un peu certaines choses. Alors, ce qu'on voit déjà sur le titre, c'est qu'en fait, on a un titre qui cotait donc en 2003 aux alentours d'1 euro, hein. Et puis, donc c'est une fintech, un titre spéculatif au départ, et puis l'entreprise a connu une belle période de croissance, et puis avec une croissance accélérée et des comptes de plus en plus alléchants pour les investisseurs. On voit ici qu'on a une hausse verticale du titre, et je vous rappelle que dès qu'on a des hausses un peu verticales comme ceci, et notamment, et je vais zoomer pour vous montrer ça, lorsqu'on a comme ça, vous voyez ici on a une bande de Bollinger supérieure, donc moi j'utilise des bandes de Bollinger 30 périodes avec deux écarts types, et vous voyez que lorsqu'on a un chandelier comme ça qui sort entièrement de la bande de Bollinger, c'est jamais très bon signe. Même si le titre est en contact ici avec la ligne de signal, c'est-à-dire avec la moyenne mobile exponentielle, 3 périodes en vert ici. Alors, vous voyez qu'on a un titre qui part à la verticale et puis le titre chute très fortement. On a la formation ici d'un double sommet, figure chartiste en double sommet. Et donc, on peut calculer deux objectifs. Le report du premier sommet ici, sur la ligne de coup, donc report sur la ligne de coup ici. Et le report du deuxième sommet ici, donc c'est-à-dire report du deuxième sommet sur la ligne de coup, avec deux objectifs ici. Un premier objectif à 70 euros qui a été atteint très rapidement, et un second objectif à 29 euros qui a été également atteint extrêmement rapidement, puisqu'il a été atteint exactement en deux séances. Donc vous voyez en fait le titre en 2 ans est passé de 200 euros quasiment, et on est tombé jusqu'à 19 euros, donc le titre a perdu 90% de sa valeur. Donc en gros, on était sur un titre star, donc l'un des leaders de la FinTech en Europe, titre star, tout le monde en voulait, tous les gérants en voulaient, tous les fonds en voulaient, et puis du jour au lendemain, plus personne n'en veut. En fait, il manque dans les comptes quasiment 2 milliards d'euros pour le moment. L'entreprise avait déclaré que ses comptes étaient, enfin cet argent se situait sur un compte d'une banque, alors je ne sais plus dans quel pays, mais en fait il s'est avéré que la banque a renvoyé des informations indiquant qu'en fait non, il n'y avait aucun compte au nom de l'entreprise dans cette banque. Et donc bien entendu ça pose la question de savoir où sont passés ces 2 milliards d'euros. Et ça pose également la question de l'intégrité des dirigeants de cette entreprise. Alors, j'ai vu un peu sur les forums que de nombreux particuliers s'intéressaient au titre dans l'espoir de pouvoir en acheter. En se disant que peut-être que le titre pourrait remonter, ou peut-être que le scandale finalement n'allait pas avoir lieu, et que voilà, ce n'était pas si grave que ça. La réalité, c'est que vous avez les entreprises ont des covenants avec les banques, c'est-à-dire que lorsqu'elles ne respectent pas certains critères, les banques en fait redemandent des paiements immédiats, c'est-à-dire que les prêts ne sont plus valides et l'entreprise doit rembourser ses prêts immédiatement, auquel cas l'entreprise doit trouver les liquidités qu'elle n'a plus actuellement. Et donc bien entendu, ça voudrait dire que l'entreprise devrait potentiellement faire une augmentation de capital pour lever des capitaux afin de rembourser les banques. Ce qui veut dire potentiellement que si l'entreprise fait une augmentation de capital, les actionnaires pourraient être fortement dilués et donc le titre pourrait se retrouver beaucoup plus bas que le cours actuel. D'accord? Donc j'insiste sur un point très important. Et ça c'est typiquement, alors c'est pas un conseil d'achat ou de vente, mais c'est simplement pour dire que sur ce genre de titres dans lesquels on a une potentielle fraude financière, d'accord, il est important de ne pas toucher ce genre de valeur. Pourquoi? Parce que l'entreprise peut potentiellement valoir 0 € demain ou après-demain. Et que l'entreprise a perdu toute crédibilité. Et donc la crédibilité, une fois qu'elle est perdue, il faut des années pour la reconstruire.
Donc cette chute sur le titre Wirecard, ça veut simplement dire que les gérants de fonds ne vont plus vouloir avoir cette valeur en portefeuille. Les particuliers vont se précipiter pour acheter cette valeur en pensant saisir une valeur d'occasion, mais les gérants de fonds vont profiter potentiellement des rebonds qui vont se produire dans les semaines et les mois qui viennent pour liquider leur position. Pourquoi? Parce que la réputation de l'entreprise est touchée de plein fouet. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur cette valeur pour mettre en avant le fait que 1. Les objectifs chartistes ont été atteints, mais que 2. C'est pas parce que ces objectifs ont été atteints qu'il est important de se précipiter sur ce titre. Et d'expérience, on ne touche pas une entreprise qui est touchée par un scandale de ce type en bourse. Voilà, alors juste pour finir sur le point de vue technique, on voit ici qu'en fait au niveau du RSI, vous voyez, on avait une zone de canal horizontal au niveau du RSI, c'est-à-dire avec des zones de support en bas ici, donc ici, 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 même si ici on a des zones de support légèrement en dessous, on voit qu'en fait le titre, vous voyez, une fois qu'on sort des zones de support qui sont ici, et si je zoome un peu sur le titre ici, vous voyez, une fois qu'on sort de ces zones de support, vous voyez, on était sorti ici de ces zones de support et en fait le titre était toujours valorisé à 94 euros. Et donc des investisseurs essayaient toujours de rentrer sur le titre en pensant faire une bonne affaire. Maintenant, d'un point de vue technique, ici on avait un signal qui nous disait que, vous voyez, si je regarde ici la zone qui est là, on voit qu'on était en fait déjà en dessous du précédent point bas et largement en dessous du canal horizontal sur le RSI 14 périodes. Ce qui pouvait nous indiquer qu'on avait vraiment un souci sur le titre. Voilà, donc on avait des éléments qui nous indiquaient quand même que potentiellement on pouvait avoir un problème sur le titre Wirecard. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.